Bon, alors, ce que Colette Romanoff ne dit pas, c'est que elle a accepté de faire ce que généralement aucun auteur de pièces de théâtre accepte de faire, c'est-à-dire elle a accepté que des néophytes comme Grégory, Fabrice et moi, Grégory étant le directeur financier de la Fondation, comme quoi à la Fondation Médéric-Alzheimer, tout le monde doit être capable de tout faire. Fabrice, que je ne vous présente pas, et moi. Donc, un grand merci à Colette de sa présence et d'avoir accepté que nous écorchions avec elle ce texte. Alors, on a fait une répétition hier. On a fait une répétition, mais on a senti que vous étiez très indulgente. Donc, cette pièce, comme vous l'avez dit, a été écrite par vous-même et par Valérie. Elle a reçu le soutien du groupe Malakoff-Médéric. Et on est en novembre, mais faites preuve d'un peu d'imagination. On est en mois de juin, en Provence. Quelqu'un de la Fondation avait proposé de faire les grillons. On s'est dit que peut-être ça ferait un peu trop. Mais donc, placez-vous dans cet univers-là, ici et maintenant. Et comme disait Colette Romanoff, à la fois, on oublie et on sait. Donc, vous allez faire comme si... Fabrice était Jérôme, Michel sa fiancée, Colette Odette et Marco Grégory. C'est à vous. Jérôme rejoint Chloé, sa fiancée, dans la maison de ses parents, Odette et Marco. Jérôme, c'est quoi ces étiquettes? Cuisine, chambre? C'est pour mon père, pour l'aider à se repérer. Ma mère colle des étiquettes partout dans la maison. Tu crois que je devrais en mettre une sur ma veste? Jérôme, gendre? Futur gendre. C'est demain, tu peux encore changer d'avis d'ici là. Ça t'inquiète pas, toi? On s'engage pour le meilleur et pour le pire. Ah, le pire, on n'a pas envie d'y penser en général. Mais ma mère, elle est en plein dedans. Elle s'en sort très bien. Même moi, j'oublie qu'il est malade. Tu l'as échappé belle. Avant, mon père critiquait tout le monde. Il t'aurait trouvé plein de défauts. Il t'aurait dit de ne pas m'épouser? Oh, c'est possible. Il critiquait toujours tout ce que je faisais. As-tu bien pesé le pour et le contre? Es-tu vraiment sûre d'être heureuse, Chloé? Et après, je ne savais plus où j'en étais. Maintenant, il me fait confiance et il me trouve extraordinaire. Alors Alzheimer, c'est super. Est-ce que tu peux être égoïste? Tiens, papa, voilà Jérôme. Il vient d'arriver de Paris. C'est ton mari? Pas encore. Demain, si tout se passe bien. Bonjour Marco, vous allez bien? Pour l'instant, je ne suis que le fiancé. Ah, vous êtes fiancé? Avec qui? Avec votre fille. Ah, j'ai une fille. Première nouvelle. Mais c'est moi, papa, Chloé. Tu es mignonne. Mais où est Odette? Elle a disparu, je vais la chercher. L'une des choses que montre la confusionnite, c'est à quel point il est important de ne pas mettre les personnes malades en situation d'échec, de leur permettre d'être présentes dans une conversation. Et elle montre aussi combien les personnes malades sont sensibles à l'atmosphère qui règne autour d'elles, au stress, au conflit, aux tensions, et combien un environnement qui n'est pas assez structuré, pas assez sécurisant, peut générer chez les personnes de l'anxiété ou de la confusion. Et par conséquent, combien il est important de créer pour elle, autour d'elle, un environnement apaisé et apaisant. Dans le deuxième extrait, Odette, l'épouse de Marco, s'entretient avec Suzanne, sa sœur. Odette entre avec un plateau à thé et Suzanne, sa sœur, se laisse servir. Et je mets un manteau parce que je suis hypocondriaque même au mois de juin. Ça ne t'agace pas qu'il ne retrouve rien? C'est terrible, moi ça me rendrait dingue, on dirait un petit enfant. Si je m'énerve, Marco le sent. Ça le perturbe et il perd tous ses moyens. Oh, et comme il n'en reste pas beaucoup, tu as bien fait bouillir l'eau au moins. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est un peu comme avec toi. La bonne humeur est devenue obligatoire. Avec Marco, quelquefois, j'ai l'impression de marcher au bord d'un précipice. Alors je regarde où je mets les pieds. Moi, quand quelque chose ne me plaît pas, je suis obligée de le dire. Sinon après, je schématise. Il n'y a pas de biscuit? Tu dois vraiment l'aimer beaucoup. Non, il n'y a pas de biscuit, tu vois. À l'annonce du diagnostic, j'ai eu une réaction égoïste. Je me suis dit, ma vie est foutue. Alors que c'est lui le malade. C'est à ce moment-là que tu t'es cassé le pied.
n'y a pas de sucre en plus, ma pauvre, ça a dû être l'horreur, un vrai cauchemar. Au contraire, c'est là que j'ai compris que je devais lui demander de faire de plus en plus de choses et surtout de ne pas le traiter comme un malade. Je crois que tu étais au régime. Ouais, mais le sucre, c'est bon pour mon œuf. C'est bon avec le thé, quoi. Surtout quand il n'y a pas de biscuits. Tu disais? Alors, je l'ai envoyé me louer une chaise roulante. J'ai dû tout l'expliquer plusieurs fois. Le chèque de caution, c'était compliqué, mais il est arrivé. Et puis j'ai dit, c'est moi la tête et toi les jambes. Et on a ri tous les deux. Le rire, c'est le meilleur des remèdes, selon des chercheurs américains. Tiens, pas de confiture aux fruits rouges, c'est bon pour le teint. Non, désolé. Oh, quel dommage, faudra penser à en acheter. Tu sais quoi? Je lui ai acheté un harmonica. Il improvise sans se poser de questions et pourra t'en jouer tout à l'heure. Mais il faut l'applaudir. Ah non, impossible. J'ai un fond de migraine qui me lance, alors je ne veux pas prendre de risques. Ben, tu rates quelque chose. Sa musique est vraiment amusante. Tu vois, en fait, le problème, c'est de trouver des choses concrètes qu'il peut faire sans difficulté. Parce qu'il adore se rendre utile, lui. Alors il épluche les légumes, il fait le lit, il vide la poubelle, il balaye la terrasse. C'est vraiment injuste. T'as toujours eu de la chance, toi. Moi, je suis seule et malade. Et toi, tu as un mari qui t'adore et qui fait le ménage. La pièce montre aussi que quand on resitue les difficultés qui sont occasionnées par la maladie Alzheimer, à côté de ce qu'on pourrait appeler les psychopathologies banales de la vie quotidienne, la velléité, l'hystérie, l'hypocondrie, l'alcoolisme, il n'y a plus vraiment de raison pour faire de cette maladie une maladie d'exception ou a fortiori une maladie honteuse, et que les difficultés que rencontrent les personnes malades ne sont pas incommensurables avec les autres épreuves que la vie peut nous amener à traverser. Le troisième extrême est en présence Odette et sa fille, Chloé. La belle-mère de Chloé, Rachel, a fait un scandale parce que Marco est entré dans la chambre où elle faisait sa sieste avec la braguette ouverte. Il avait vraiment sa braguette ouverte? C'est un des premiers oublis provoqués par la maladie. On perd les automatismes. Ce n'est pas bien grave. Il suffit de dire ton pantalon n'est pas fermé en ce moment. C'est 2 ou 3 fois par jour. Tu crois qu'il va oublier? Bah non, il n'avait pas besoin de ce scandale. Les événements désagréables laissent des traces collantes dans la mémoire, même pour lui. Ce serait mieux qu'il ne soit plus en relation avec elle. Puis comment veux-tu que je fasse? C'est ma future belle-mère. Bah, je croyais que tu voulais annuler le mariage. Après ce qui vient de se passer, je pense que c'est une bonne idée. Tu veux dire que ça t'arrangerait? Tu as construit un véritable bunker anti-Alzheimer. Tout est prévu pour que papa ne se sente jamais perdu ni stressé. Aujourd'hui, tu vois, ça n'a pas marché. Je n'ai rien pu empêcher. Alors, tu voudrais que j'annule mon mariage pour rattraper le coup? Je te demande jamais rien, mais là, ta belle-mère a vraiment dépassé les bornes. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu es prête à sacrifier le bonheur de ta fille pour ne pas contrarier ton mari? Bah, c'est pas si facile, tu sais. Tu as l'air tellement forte, tellement solide, tu ne t'énerves jamais. Mais au fond, je suis sûre que tu aimerais que les choses soient différentes. C'est de moi que tu parles ou de toi? Oh, arrête de faire celle qui comprend toujours tout. Tu ne m'aides pas du tout, je suis complètement perdue. Peut-être même plus que papa. Mais lui, au moins, il t'a. La pièce montre enfin que les personnes malades peuvent, pour peu qu'on sache les écouter et les entendre, continuer de jouer leur rôle de père, de mère, de beau-père, de belle-mère. Et on ressort de la pièce un peu comme Rachel, la belle-mère, pétrie de préjugés au début, mais qui, après un sommeil réparateur, est lavée de ses idées préconçues sur la maladie, de ses angoisses à son égard, apaisée et capable de percevoir la générosité de ceux pour lesquels le présent est devenu l'essentiel. Dans ce quatrième et dernier extrait, Marco se retrouve face à Rachel, la mère de son futur gendre, qu'il a insulté et injurié dans une scène précédente. Rachel a fait une sieste, elle s'est changée. Il faut dire qu'elle a pris un calmant et qu'elle a dormi. Donc elle se réveille. Mettez-vous là un peu, mettez-vous par là. Voilà. Mettez-en salut. Bonjour madame. Vous avez une belle robe. Et un joli sourire. Je me suis changée, j'avais apporté cette robe pour le dîner. Je voulais épater la famille. Épater la famille. Très bien. Finalement, ça m'a fait du bien, ce petit somme. Oh, et vous, ça va bien? Vous jouez de l'harmonica? Moi? Non. Je sais même pas comment ça marche. Il faut souffler dedans. Où? Voilà. Marco joue en la regardant, Rachel sourit et bouge la tête avec la musique. Là, il y a la musique, là.
C'est joli ce que vous faites, ça donne envie de danser. Je dois vous dire que j'ai toujours eu horreur des excuses. Les excuses, c'est la couverture des lâches. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes qui? Appelez-moi Rachel. Moi, j'assume toujours mes actes. Vous avez bien raison, Rachel. J'ai décidé d'épouser Louis il y a 25 ans et je m'y tiens. J'estime que c'est la seule façon de vivre en honnête femme. Vous avez beaucoup de mérite. Ça doit pas être facile tous les jours. Comment vous le savez? Je n'ai pas une enfance heureuse et après, plus de déceptions que de bonnes surprises. Et demain, mon fils qui se marie, il ne demande même pas conseil à sa mère. À sa mère? Je me suis sacrifiée pour lui, je lui ai tout donné, il me rejette, il m'abandonne. Mais moi, je l'aime quand même, je l'aimerai toujours. Je suis sa mère pour la vie. Moi, j'aime beaucoup ma mère. Elle est toujours vivante? Oui. Odette me dit qu'elle est morte. Mais je n'en suis pas vraiment sûr. J'aimerais lui téléphoner. C'est qu'elle est vivante dans votre cœur. Vous êtes un bon fils, l'amour d'une mère, il n'y a rien de plus beau.